L'objectif du collectif de lutte contre la dénutrition et pendant la semaine de la dénutrition, c'est vraiment de communiquer et donc de favoriser la communication autour de la dénutrition. 17 au 23 novembre. Soyez prêts. Il est encore temps d'inscrire des actions, je le dis sur le site. En fait, donc l'idée, c'est de porter des messages un peu simples et de les décliner finalement selon notre cible. C'est-à-dire qu'il y a une cible pour les aidants à domicile, il y a une cible pour les professionnels de santé, il y a une cible pour les médecins généralistes, etc. C'est les mêmes messages, mais déclinés un peu autrement. Donc il y a surtout de l'information sur ce qu'est la dénutrition, quels sont les risques qui y sont associés, comment on la dépiste et qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour la dénutrition. Et donc, ça, c'est les outils de communication. Et il y a aussi des outils qui sont sur le site qui seront des outils de guide d'action. Ça, c'est aussi important parce que si on veut qu'il y ait de la sensibilisation, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, évidemment. Et donc, il faut qu'il y ait des relais au niveau des structures. Et par exemple, il y a un guide d'action pour comment faire une action de sensibilisation à l'hôpital, comment faire pour avoir une action en EHPAD, comment faire une action dans les CPTS, etc. etc. Donc, c'est juste décliner... Vous traduisez CPTS ? Les communautés, des professionnels, le territoire. Voilà. Merci. Merci pour bravo. La réponse collégiale. Voilà. Merci, bravo. Travail d'équipe. Et donc, je vais vous montrer deux outils qui sont finalement ceux qui sont les plus commandés et qui ont eu un certain succès. Alors, je ne le vois plus, mais le voilà. Merci beaucoup. Et donc, en fait, finalement, après une première... je veux bien revenir à la précédente. Après la première... mouture de tous ces outils, on s'est dit il nous en faut un qui est facile à lire et à comprendre, qui finalement, on s'aperçoit, pourrait presque remplacer tous les autres parce qu'il est accessible à tous. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est 4 pages, la dénutrition, tout faire pour l'éviter, avec d'emblée des pictogrammes qui sont faits justement pour ceux qui ont peut-être moins de facilité à lire, et en réalité, c'est pour tout le monde, pour comprendre de façon plus intuitive et plus rapide. Prochaine diapositive. Alors, voyons, vous voyez comment c'est fait de façon très simple. La dénutrition, qu'est-ce que c'est ? Une personne est dénutrie quand elle perd du poids. On a un pèse-personne, ça nous paraissait vraiment l'histoire de se peser, c'est vraiment un des messages principaux. Ensuite, c'est perdre de la force. J'ai bien insisté sur le côté, la dénutrition, c'est une question de muscles. Et la santé est fragile. Et donc, le message principal, c'est attention, je perds du poids, je demande à mon médecin de me peser à chaque consultation. Et on aimerait tellement que ce soit les patients qui viennent en consultation qui disent « Oh, vous savez, j'aimerais bien que vous me pesiez ». Alors comme ça, le médecin est un peu obligé et ça permettrait d'avoir un suivi du poids. Ensuite, comment je reconnais une personne dénutrie ? Alors chez les enfants, c'est surtout quand ils arrêtent de grandir et aussi qu'ils arrêtent de prendre du poids. Il y a tous ceux qui ont des symptômes digestifs comme quelquefois pendant les chimiothérapies et des gens qui vomissent ou qui ont une anorexie. Une personne âgée qui fait, merci beaucoup, pas les courses, qui a du mal à faire la cuisine. Toujours dans les histoires de muscles, une personne qui est beaucoup alitée. Quand vous avez à l'hôpital des gens qui sont dans un lit pendant des heures et des heures. En fait, à l'hôpital, on ne sort pas de son lit quasiment. En fait, on crée de la dénutrition par la sédentarité. Des fois, elles arrivent bien sûr dénutries, mais vraiment, c'est ce qu'il y a de plus délétère pour les muscles. Et puis, une personne qui a perdu du poids, donc des vêtements trop grands. Vous voyez, c'est des messages très, très simples. Prochaine diapositive. Ah, c'est moi. Moi, j'attends que ça vienne comme ça. Quels sont les risques ? Du coup, je vous ai parlé aussi de l'immunité, donc des risques d'infection, les risques qui sont liés à la diminution de la force musculaire, les chutes, l'asthénie, les troubles de la marche, la difficulté à monter des escaliers. Et donc, il y a aussi les questions de santé mentale avec la dépression. Et puis, finalement, la dénutrition aggrave les maladies et la dépendance. Et après, comment éviter ? Vous avez des choses très simples. Il faut bien manger. Et puis, on dit des choses quand même assez simples. Je peux manger des aliments gras ou sucrés. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans une situation difficile quand on lutte contre la dénutrition, c'est qu'on doit aller à l'envers de tous les messages que
on est tous bombardés pour pas grossir. Et donc, évidemment que les aliments qu'on va proposer quand on est dénutri et pas d'appétit, et voilà, c'est ceux qu'il faut éviter quand on grossit. Donc, nous, on prescrit du Nutri-Score Z. Voilà. Vous voulez une mousse au chocolat et des frites, c'est parfait. Voilà. Ça fait du bien, je peux vous dire. Et donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas s'interdire ni de faire des régimes sans sel, ni de se limiter dans les produits sucrés quand on est diabétique. Et ça, c'est vraiment des messages très importants. Je mange des produits, par contre, qui contiennent des protéines, poissons, œufs, fromage, viande, etc. Et je donne du goût aux aliments dans la mesure où ça me plaît, le sel, le poivre, les épices, etc., les plantes aromatiques. Prochaine diapositive. Toujours moi. Je crois que j'ai l'habitude d'être un peu assistée maintenant à ce stade. C'est bon, je vais peut-être y arriver. Et donc, pour éviter la dénutrition, donc entretenir ses muscles. Vous voyez des petites images. Je marche, je fais du vélo, je soulève des haltères. On n'est pas sûr qu'on va avoir beaucoup de succès avec ce pictogramme-là, mais je jardine. Et puis, vous voyez arriver les soins bucco-dentaires, la brosse à dents. Je vais voir le dentiste. Et je mange plus de protéines. Quelquefois, on peut être amené à prescrire des compléments nutritionnels oraux. Donc, comme ça, c'est quelque chose qui rentre un peu dans la culture. Et puis, surtout, je contacte un diététicien pour... L'idée, c'est de bien adapter l'alimentation de ce qu'on peut et veut manger à ses besoins. Prochaine diapositive. On finit par, c'est toujours moi, par ce... Donc, voilà, ça, c'est notre flyer qui est... le plus commandé. Et en fait, oui, je finis cette phrase. C'est celui qui est le plus commandé et donc grand succès. Et finalement, on a l'impression qu'il va remplacer tous les autres parce que c'est les mêmes messages, mais juste en beaucoup plus simple. Et puis, à un moment, on avait proposé cet outil qui est en fait un outil de sensibilisation, mais qui est présenté comme un outil de repérage. Et dans cet outil-là, l'idée, c'est de poser des questions très simples. Alors, c'est un petit peu proche de ce que vous aviez présenté là des Japonais, mais sauf en 3 fois plus simple et plus rapide. C'est d'abord le poids. Avez-vous perdu du poids ces derniers mois? Et donc, c'est très simple, plus de 5 kilos, plus de 3 kilos, je ne sais pas. Je ne sais pas, on perd des points. C'est quand on ne connaît pas ces variations de poids. Ou alors, je n'ai pas perdu de poids. Mon appétit, très faible, faible, bon, très bon. Après, le fait de sauter des repas, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas d'appétit, elles ont un peu des stratégies d'évitement des repas. Et donc, ça, c'est assez intéressant de savoir. Il y a des gens qui prennent que 1 ou 2 repas par jour. Et puis, en fait, le mieux, c'est presque d'avoir 3 repas par jour et une collation. Et puis après, pour ce qui concerne la bouche, est-ce que j'ai du mal à avaler? Est-ce que j'avale de travers? Est-ce que je tousse? Est-ce que je ne mange que des aliments mous? Est-ce que je peux manger de tout, mais enfin, j'ai quand même quelques difficultés? Ou alors, vraiment, je mange vraiment de tout, j'ai aucune difficulté. Et vous voyez que c'est présenté d'une façon un petit peu ludique, avec les petits pictogrammes de couleurs, et avec une interprétation en 3 catégories. Soit les plus mauvais points, 1 rond rose ou 2 carrés verts. À ce moment-là, en fait, on dit déjà tout de suite, allez chez votre médecin. Première chose. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on comprenne pourquoi. Et à ce moment-là, il faudra faire une prise en charge nutritionnelle comme un repérage des causes. Le mieux, c'est ceux qui ont plein d'étoiles ou seulement un triangle orange. Et là, ils disent, c'est très rassurant, continuez à vous alimenter, à faire de l'activité physique, pesez-vous régulièrement, allez chez le dentiste et tout ça. Et si vous perdez 3 kilos ou davantage, signalez-le à votre médecin. Et puis, il y a la catégorie un petit peu intermédiaire. Donc, cet outil-là aussi, il est beaucoup commandé. Je crois un peu pour le côté très facile, très rapide. On aimerait bien qu'il puisse être, par exemple, dans les salles d'attente des cabinets, pourquoi pas de chirurgien dentiste, de médecins généralistes, y compris aussi dans les salles d'attente des laboratoires de biologie ou dans les pharmacies, partout où on attend un peu et finalement on a le temps de répondre à ces petites questions et d'être sensibilisé. Voilà, ça c'est pour l'instant les 2 outils qui avaient été le plus commandés. Cette année, on a produit un 3e outil
qui a eu le top record des commandes en 2025. Et ça, c'est un outil d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux destinés aux médecins et aux pharmaciens. Et donc, c'est important parce qu'en fait, les médecins disent « Ah, dénutrition, il faut que je prescrive un complément nutritionnel oral ». Bon, c'est une version un peu simplifiée du bilan et de la prise en charge, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Sauf que les médecins, en fait, ils ne savent pas très bien quoi prescrire, ni combien de calories, ni sous quel format, etc. Et donc, dans cette fiche, il y a un format des compléments nutritionnels oraux, denses en énergie et en protéines, sous différents formats, que ce soit des boissons lactées, des jus de fruits, des compotes, des produits céréaliers, avec les indicateurs de calories et de grammes de protéines, qui peut permettre de faire des équivalences. Et donc celui-là, il a été aussi beaucoup commandé. Voilà, ça, c'est les outils principaux que commandent finalement les commandes. C'est un bon tiers les hôpitaux, un bon tiers les EHPAD, et après, il y a tout un mélange d'acteurs qui vont être en effet les communautés des professionnels de territoire, qui va être aussi les pharmacies, etc., et qui commandent ces outils pour les distribuer au moment de la semaine. Et évidemment, tous ces outils, ils sont commandés et livrés gratuitement à tout le monde. Donc c'est ça qui donne aussi la force du système, c'est que finalement les gens reçoivent des outils, ils n'ont plus qu'à les distribuer, et ça fait beaucoup d'actions. Voilà. Merci beaucoup, Madame Reynaud-Simon, pour voilà, tous ces outils très, très concrets, ces guides, voilà, le facile à lire et à comprendre, et puis les outils d'aide à la prescription des CNO, comme on dit, compléments nutritionnels oraux, et tout ça, voilà. La gratuité, c'est important. L'accessibilité, évidemment, c'est dans votre démarche militante, parce que c'en est une, finalement, au sein du collectif contre la dénutrition. Je vais passer la parole maintenant à Delphine Dupré-Lévesque, et juste après au professeur Villet. Ensuite, à David Gruson, avec une petite vidéo, je crois qu'il a été une coopération entre l'UFSBD et la Poste Autonomie. Et puis, on terminera avec la MSA à deux voix, avec Louise Bourdelle et Nathalie Ouin. Alors merci d'abord, je suis très contente de présenter cet outil et je suis très contente de le présenter après la présentation de ce matin. Donc cette réflexion en fait, sur l'isolement et la solitude des personnes âgées, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis en fait, de très nombreuses années. Et derrière ce petit outil extrêmement ludique, je crois que finalement j'y ai mis tout ce que je sais. Et l'idée, c'est que effectivement, c'est un outil d'une extrême simplicité, pareil, accessible absolument à tout le monde et qui a plusieurs enjeux. Alors, alors moi, je fais tourner mes diapos, mais ça... J'appuie, hein. Voilà. Ah, c'est juste qu'il y a un petit décalage. Donc voilà, le site, il est né le 18 mars. Et donc, en fait, sous cette forme aujourd'hui qu'il a et qu'on va voir tout à l'heure, là, par contre, je n'aurai pas la main, je pense, qu'on va voir comment il se déroule. En tout cas, sous l'ergonomie d'aujourd'hui, il a fait 20 millions de vues. Vous avez de disponibles 1600 vidéos et ou articles ou guides. Donc, ce qui veut dire que je pense que le guide d'évaluation du risque de dénutrition, il est déjà sur le site, mais les guides dont vous avez parlé tout à l'heure seront évidemment sur le site parce que l'idée, c'est de mettre un maximum d'informations concernant la prévention, et le site a un onglet totalement réservé à la prévention, et tout ce qui est des guides, de tout ce qui est gratuit est sur le site. Effectivement, j'ai bénéficié, on va dire, au départ d'une connaissance, c'est-à-dire Sophie Darel, avec qui on faisait des colloques de temps en temps. Dès lors qu'il y a eu ce confinement, je l'ai appelée au secours en disant « mais il faut faire quelque chose, fais quelque chose avec tes chiens, un truc rigolo », parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et puis je l'ai rappelé en larmes, je lui ai dit « écoute, c'est une catastrophe ce qui se passe, ils vont tous mourir ». Voilà, je pleurais parce que moi je disais que dans les EHPAD, ils vont tous mourir. Et je n'étais pas très pessimiste, pas très optimiste. Et du coup, elle m'a dit un mot magique, elle m'a dit « est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker ?»
évidemment. Voilà, et Michel Drucker a fait vraiment le travail, il nous a vraiment aidés. Alors à l'époque, il avait un BlackBerry, c'est vous dire qu'il était très loin des vidéos avec les téléphones, mais voilà, c'est quelqu'un d'une ultra-modernité et qui a commencé à faire ses vidéos, et on a beaucoup, enfin pendant tout le confinement et pendant beaucoup de mois jusqu'à ses opérations, il a été omniprésent. Et il a été créateur de plein de choses, de plusieurs émissions en fait qu'il faisait, mais en 2 minutes, mais c'était absolument génial. Voilà, donc un grand merci à lui. Et puis derrière, on suivit en fait des centaines d'artistes ou de célébrités, hein, puisque justement du ministère de la Santé, les personnes, les ministres, les différents ministres des personnes âgées ont pour la plupart participé au site. Au-delà d'être présent quand on remet le concours de poésie, ici c'était la semaine dernière, et donc, oui, on a justement nos ministres qui sont en cuisine, avec des ministres qui parfois ne savaient pas du tout cuisiner d'ailleurs. Alors, ce que j'ai pour vous, c'est, on peut faire circuler le livre de poésie, le dernier. C'est un livre. Alors, le concours de poésie, il est réservé aux personnes accompagnées, que ce soit à domicile ou en établissement, et quel que soit l'âge. Donc, du champ du handicap ou des personnes âgées. La créativité, l'émotion, l'art, c'est vraiment ce qu'on peut partager très longtemps, et d'arriver à parler de soi à travers la poésie, c'est aussi une super thérapie. Je peux l'amener dans la salle, je vais faire passer Didier. Voilà. Oui, je pense que Didier, il est ravi de faire ça. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc les objectifs du site, c'est que tous les jours, en fait, vous avez 2 minutes d'un petit programme de divertissement du lundi au dimanche. Alors vraiment, on est très organisé. Donc le lundi, c'est en chanson. Alors en ce moment, on a plutôt des poésies. Le mardi, c'est toujours 2 choses. Soit c'est une recette de cuisine. Donc on a eu pendant pas mal de temps, pendant 25 recettes, on a eu Mamie Lulu. Mamie Lulu qui est... une ancienne cuisinière qui a plus de 80 ans et avec qui je fais de la cuisine. Elle a un succès énorme. Mamie Lulu, c'est 1 600 000 vues. Voilà. Et notre objectif, c'est de faire... Enfin, elle a pour mission à chaque fois, la pauvre, elle se casse vraiment la tête pour moi et pour vous, c'est de faire des recettes pas chères, faciles à déglutir. Voilà. Donc on a plus, on essaye évidemment de... On voit que quand on a nos recettes du terroir, donc du sud-ouest, ça marche mieux que quand on fait d'autres trucs. Alors du coup, je dis à mamie, et en plus, il faut que ce soit... qu'on sente un peu le terroir de chez nous. Voilà. On a, dans la prévention, on a mis en place aussi 25 séances de yoga assis. C'est-à-dire que les objectifs qui ont été fixés à ce professeur de yoga, c'était imaginer quelqu'un qui est en fauteuil roulant, vous voyez, pour ces personnes qui ne sortent jamais de chez elles, qui est en fauteuil roulant, eh bien, on va lui proposer 6 minutes de yoga assis sans qu'elle prenne le moindre risque. Parce que l'objectif, c'est que la personne à aucun moment ne chute, etc. Et donc, vous avez comme ça 25 séances gratuites. Je crois qu'aujourd'hui, ces 25 séances ont atteint les 400 000 vues. Vous voyez, il y a... Et alors, avec des trucs rigolos, c'est-à-dire que comme il y a aussi une page Facebook qui est attenante au site, on a des couples qui disent... donc, vous savez, ces fameux couples qui tiennent en équipe, là, comme ça. Et donc, madame m'écrit et dit « Ah, c'est vraiment super, tous les matins, j'oblige mon mari à venir faire la séance avec moi. » Voilà, donc, vous voyez, ça crée un petit lien. Tous les jeudis, alors tous les mercredis, vous verrez, ça s'appelle Parole d'aînés, il y a vraiment des choses très, très variées. Le jeudi, c'est culture, donc l'idée, c'est d'avoir des petites vidéos de certains musées, de villes, de villages, voilà, histoire de voyager en fait dans le monde, de redécouvrir des musées. Le vendredi, c'est l'humour, et on a eu beaucoup d'humoristes qui nous ont fait des sketchs juste pour nous. Le samedi au jardin, parce que finalement, la nature, les animaux, c'est quelque chose de très apaisant et que les gens aiment beaucoup regarder. Et le dimanche, on termine toujours par une carte postale. Et donc là, on va n'importe où en France et dans le monde entier. Avantage, inconvénient de ce site, c'est qu'il est interactif. Donc vous tous qui êtes dans la salle, je vous invite à, quand vous partez en voyage, alors le monteur est assez exigeant au niveau de la qualité des photos parce qu'on aime bien que les choses soient belles. Donc si vous estimez que vous êtes un photographe assez bon et que vous faites de belles photos et que vous allez visiter des musées, que vous allez
dans un pays où que vous voyez des beaux paysages au bord de la mer, eh bien, envoyez vos photos. Elles seront mises en musique et elles deviendront une vidéo. Ce site est interactif. Alors, c'est vrai pour le Jeudi Culture, c'est vrai pour le Samedi au Jardin. Donc, il y a beaucoup d'EHPAD qui nous envoient leur jardin. Il y a aussi des personnes qui vont régulièrement dans un joli parc qui nous envoient les photos du parc. Ou on a encore des privés qui nous envoient les photos de leur jardin. Toujours le partage, hein, finalement. Toujours. Et c'est très interactif, en fait. Voilà. Et ça va être pareil pour la carte postale, c'est interactif. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des 5 millions qui n'ont pas Internet ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Vous tous ici présents, plus les milliers qui êtes derrière votre écran, vous allez tout de suite vous abonner à la newsletter. Je vous montre dans 2 secondes comment vous allez faire. La newsletter, ça vous permet d'avoir, une fois sur 2, c'est des informations de prévention ou c'est sur nos people qui participent à Stop à l'isolement. Donc le prochain people, je pense, sera sur Gérard Klein. On a eu Sophie Darel, on a Michel Drucker. De la télévision et d'Europe 1 il y a quelques années. Gérard Klein. Eh oui. Gérard Klein. Voilà, donc c'est... tout ça, c'est des choses... Du coup, une auxiliaire de vie, un aidant peut imprimer la newsletter, elle existe en version PDF, on l'imprime et on a... L'objectif absolument final de cet outil, c'est la papote. C'est-à-dire qu'on a bien vu depuis ce matin aussi que parfois, avec les personnes âgées, on arrive, on leur dit le fameux slogan de ce matin de comment allez-vous ? Et évidemment, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont dire et évidemment, elles ont mal partout parce que en tant qu'individu, elles intéressent moins qu'en tant que malade. Du coup, elles mettent en avant ce côté malade, et alors que si j'arrive et que je dis, par exemple, je suis abonné à la page Facebook de Stop à l'isolement, j'ai même pas besoin de regarder la vidéo. Et je vois qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est Royan en carte postale. Ah, j'ai vu quelque chose sur Royan. Est-ce que vous connaissez Royan ? Ah non, je connais pas Royan parce que moi, j'allais finalement au Café Ré pendant les vacances. Et voilà, on a notre sujet, le sujet de la papote. La papote après la popote. Exactement, ou pendant. En tout cas, parfois, comme l'auxiliaire de vie, elle va préparer la popote, en fait, il faut anticiper par la papote. Et donc, si je veux passer un bon moment, en fait, pour avoir une bonne qualité de vie, sur un plan scientifique, parler 2 minutes chaque jour, 2 mois, me permet d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est plus efficace que de parler 3 heures un samedi après-midi. Donc, tout doit être mis en œuvre pour que 2 minutes par jour, je puisse parler de moi. Mais pour parler de moi, il faut que j'arrive à avoir un sujet de conversation. Donc, l'idée, c'est d'avoir des sujets heureux et d'apprendre à connaître, en fait, la personne grâce à ça. Le temps passe vite pour vous. Le temps passe vite, non, tant pis, je le prends. Il faut savoir l'arrêter et le suspendre, il faut prendre le temps. Voilà. Prendre le temps, c'était d'ailleurs le concours numéro 1 de poésie, et j'avais dit que j'étais très respectueuse du temps, et là, j'avais menti, en fait. Voilà, je voulais... Donc voilà, en tout cas, c'est aussi un sujet... Enfin, le site, il permet aussi à des aidants, des proches aidants, d'avoir un sujet de conversation. Ça, c'était très net pendant le Covid. Et en fait, c'est vraiment eux qui m'ont écrit en disant « On attend tous les jours votre vidéo, parce qu'avec maman qui a 96 ans, ça nous fait notre sujet. » Voilà, et tous les jours comme ça, et qu'on soit aidant professionnel ou qu'on soit aidant familial, on doit pouvoir utiliser le site. Alors là, juste pour faire plaisir à Agathe, j'ai donc mis la semaine de la dénutrition. Vous aurez différentes vidéos. Donc le guide de nutrition des proches aidants. Ensuite, on verra Daniel Gilbert qui nous fait son saumon aux papillotes. Une expérience incroyable qui s'appelle les petites cantines. Je vous invite à regarder ce que fait cette association du côté de Lyon. Ensuite, je suis en cuisine avec Mamie Lulu pour les pommes de terre sarlandaises, quand même, c'est important. Après, on fait un pot-au-feu donc avec un chef qui s'appelle Laurent Sicre et qui est chez Nutrisens et sur lequel, justement, on parle des compléments aussi alimentaires. Et on termine par une vidéo avec une diététicienne nutritionniste et un oncologue sur une recette un peu particulière, qui est un atelier, en fait. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est en cours. Alors, je crois que... Est-ce que vous pourriez aller sur le HTTP du site Stop à l'isolement ? Une petite minute pour conclure. Oui, mais juste, voilà, 30 secondes pour vous montrer que vous allez être obligé de vous abonner très vite. Si on peut cliquer sur le site. Ça ne va pas marcher ?
Mais si, là-haut, vous pouvez. Ah non, ils peuvent pas. Oh, ils font non, non, non. Bon, alors, donc, dommage. Le site, vous avez tout à fait en haut, vous avez des onglets, donc prévention, où trouver de l'aide. Tous les numéros gratuits, etc., sont sur le site. Vous avez aussi où faire un don. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, hein, n'hésitez pas, on est preneur. On a aussi donc une carte de France. En fait, quand vous allez descendre sur le site, vous allez pouvoir avoir une carte de France et vous aurez toutes les vidéos qui concernent par région. Et du coup, là aussi, c'est un support à l'échange. Où est-ce que vous alliez en vacances? Quelle région vous préférez? Et là, on va retrouver des choses par rapport à la végétation, au paysage, etc. Donc, voilà. Et tout en haut, avant, c'était tout en bas. Maintenant, tout en haut, vous avez une newsletter. Et vous pouvez, bien sûr, obligatoirement et très gentiment, vous abonner. Et je vous remercie. Enfin, je suis donc à la fondation de l'Académie de médecine, dont j'ai été le secrétaire général. Et le but de la fondation, c'est de sensibiliser, d'innover, de prévenir, pour que chacun soit un peu acteur de sa santé et puisse la prendre en charge de façon vraiment personnelle. Et ça, c'est dans cet esprit-là que je vais vous présenter le petit élément qu'on va apporter à votre enthousiasme. La Fondation de la médecine lutte contre ce qui se passe en ce moment, et ça, je me tourne vers vous, le problème justement des réseaux sociaux, des fake news, etc. Il s'appuie donc sur un consortius scientifique, ma voisine de gauche notamment en fait partie, pour essayer de donner le maximum d'informations de qualité. Et dans cet esprit, à la suite d'un rapport important qui avait eu lieu à l'Académie européenne de médecine sur le Transforming the Aging, modifier le vieillissement, si je puis dire, il y a eu le professeur Jean-Pierre Michel, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, qui a supporté ce rapport. Et la Fondation de l'Académie de médecine a organisé plusieurs débats sur le vieillissement, l'améliorer. Alors là, on est dans le vieillissement au sens large. On n'a pas parlé du tout ici, aussi bien la lutte contre les chutes, le problème des tapis, l'aménagement des maisons, tout ce qu'on pourrait rajouter qu'on n'a pas abordé ici. Et puis on s'est aperçu que on a fait à l'Académie de médecine également des débats sur l'alimentation et on s'est dit on va combiner l'alimentation et le vieillissement ensemble. Et là-dessus, on s'est aperçu que finalement, grâce au support notamment d'Olivier Rollinger comme chef qui nous a soutenus largement, que finalement, pour bien manger, c'était en fait bien manger, ça veut dire se faire plaisir, faire des circuits courts, éviter les produits transformés, toutes les règles qu'on connaît, mais également, il faut avoir un bon état bucco-dentaire. Donc voilà la conclusion de notre projet. Et donc il est né dans notre esprit de se dire, on ne pourrait pas mélanger tout ça. Et grâce à ma voisine de gauche, grâce à d'autres que je ne peux pas tous citer ici, mais notamment Bertrand Fougère qui a parlé ce matin, et grâce à l'Union française des soins bucco-dentaires, on a préparé un livre dont vous avez c'est pas encore la page de couverture, c'est le flyer d'annonce. C'est un livre qui va s'appeler Le goût de l'âge, qui va comprendre 3 parties. Une première partie qui rappelle tout ce qu'on a dit depuis ce matin sur l'intérêt d'une bonne qualité, on va dire orale, pour faire plaisir à monsieur Bouchard, d'une bonne qualité orale au sens large, donc aussi bien les muscles, les dents et le reste, pour qu'on puisse avoir une bonne santé en général et donc mieux vieillir et avoir donc une qualité de vie le plus longtemps possible. Et donc on va avoir une première partie, on va rappeler tous les données scientifiques sur cette thématique, notamment la dénutrition, l'aménagement du domicile, qu'est-ce que le bien vieillir. Ensuite, il y aura une deuxième partie, et là, je dois remercier un certain nombre de grands chefs. Alors, il n'y a pas la vôtre, mais il y en a d'autres. Il y a des recettes. Malheureusement, on est obligé de faire une sélection. Il y aura des recettes de cuisine. Et pour chaque recette de cuisine, il est intéressant d'avoir une petite note diététique. Qu'est-ce que ça apporte sur le plan calorique? Si on est diabétique, est-ce qu'on peut la prendre? Vous voyez, tout lié vraiment à la médecine. Et ces recettes ont été faites par des grands chefs comme Michel Bras, Madame Hénin, tête d'oie, enfin vraiment de grande qualité, avec une facilité de réalisation importante. Et la troisième partie de ce livre, c'est de donner un peu des conseils et des précautions, notamment d'un guide pratique, si je puis dire, à la fois sur les troubles de la déglutition. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes aidant, parce que ça s'adresse aussi bien aux aidants qu'éventuellement aux personnes âgées elles-mêmes. Par exemple, vous faites une fausse route en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est que la manœuvre d'Emlich? Des choses très importantes. Comment gérer votre frigidaire? On en a parlé ce matin, j'ai vu que finalement, on s'aperçoit quand on va chez les personnes âgées qui aiment vivre à domicile, ils oublient qu'il y a des dates de péremption, qu'il faut faire attention, et je crois que tous ces éléments, donc, on aura donc des fiches très pratiques. Voilà, quelque chose de très simple, qui sera lancé au moment de la semaine de la dénutrition. Le 21 novembre, je crois que c'est je sais, le 17 au 21, 17, voilà. Et donc voilà l'esprit de la Fondation de l'Académie de médecine sur cette thématique. Et je remercie encore l'UFSBD de son aide pour réaliser ce programme. Voilà. Professeur, on peut applaudir le professeur évidemment pour
la mise en lumière de cette initiative qui n'est pas qu'un livre de recettes, mais déjà c'est pas mal. Il y a une cinquantaine de recettes, mais ces fiches pratiques et puis des indications qui sont un peu plus scientifiques, justement, de quoi est constituée cette Oui, on nourriture. retrouvera dans la première partie tout ce dont a parlé, notamment Agathe tout à l'heure, dont a parlé ce matin Bertrand Fougère, et éventuellement des précautions dont vous avez également parlé pour pourquoi on fait ça, donc éventuellement comment on peut. Il y a écrit partout qu'il faut se peser tout le temps, c'est très important. On l'a déjà dit 3 fois depuis ce matin, mais pesez-vous, je vous leur dirai. Alors aussi bien l'aidant qui peut être plus jeune, qui peut être plus vieux, qui arrive chez sa grand-mère ou chez sa cousine ou chez sa sœur. Mais est-ce que tu t'es pesé aujourd'hui? Va te peser. Et donc, je choisis des choses assez simples, très pratiques, et j'espère que peut-être on pourra le diffuser sur votre chaîne, chère madame, sur votre site, et voilà, et on le diffusera aussi lors de la semaine de la dénutrition. Et ce livre sera d'une part offert par la Fondation et d'autre part accessible par un lien sur Internet. Alors là, je me tourne vers le problème de la fracture sociale. Donc, on en imprimera encore des papiers. On n'en fait pas encore en braille. Et là, je me tourne vers là-bas. Mais voilà, c'est un livre qui sera très accessible. On va tout dire, professeur Villet, qu'on s'est appelé pour un peu préparer les interventions. Vous m'avez dit, c'est le signe aussi, ce genre de projet, que les gens se parlent entre le cuisinier, le professeur de médecine, le diététicien. Il y a quelque chose qui fonctionne, et tant mieux, moins en silo sur ces questions de société, finalement, quand on parle de nutrition, d'alimentation. Est-ce que vous voulez nous dire Je vais dire 2 mots là-dessus. Sur papote et popote, elle a tout à fait raison. Donc, si vous voulez ça, à part que le danger, c'est dans ma famille, on disait qu'il ne fallait pas parler en mangeant la bouche pleine, donc c'est la seule chose que j'ai entendu. Et je me tourne juste vers vous, surtout pas faire de fausse route quand on a quelque chose dans la bouche et avaler, parce que ça serait très embêtant. Non, mais je pense que si vous voulez, pour résumer, je crois que dans tout ce qu'on a fait comme travail un peu scientifique sur l'alimentation, bien manger, c'est aussi un moment de plaisir. Et donc il y a toute cette... et ça rejoint un peu aller vers. Si vous pouvez partager, et vous l'avez très très bien montré, je trouve, ce matin, parce que moi, je vais vous dire aussi, il n'y a personne peut-être dans la salle de l'assistance publique, mais quand j'ai vu comment on distribuait, quand j'étais interne, les repas, c'est-à-dire qu'on amène un plateau en métal avec des trucs dedans qu'on pose sur la table, et on pousse la table et on laisse faire le malade qui vient d'être opéré d'un bras, ou éventuellement qui ne voit pas clair, avec le plateau puis qui se débrouille. Et donc, le bien manger, c'est aussi... faire un moment convivial, aider. Il y a tout le problème de l'aidant aussi pour faire manger. On n'en a pas parlé ici parce qu'on ne peut pas en parler. On n'a pas le temps, mais il y a des gens qui ne peuvent plus manger. L'adaptation des couverts, je ne suis pas sûr, dans le livre, on en parle ici. On a oublié. C'est une chose qui me tenait à cœur. Les cuillères qu'on peut prendre sans tourner les bras. Il y a des tas de petits détails auxquels on doit penser et c'est très, très important pour être en bonne santé. On va donc là aussi explorer d'autres outils. Je demandais la technique de pouvoir passer la petite vidéo qui est prévue, et je vais vous donner la parole, vous l'avez compris, David Gruson de la Poste Santé et Autonomie. On va passer cette vidéo le temps qu'elle se cale à la régie, et après je vous donnerai la parole, je vous présenterai complètement et vous donnerai la parole. On n'y pense pas toujours, mais prendre soin de ses dents est un point clé pour bien vieillir et conserver son autonomie. Avec l'avancée en âge, la santé bucco-dentaire joue un rôle crucial. Tout ceci influe sur votre santé générale. Pourquoi? Comment? On vous l'explique. Pourquoi prendre soin de sa bouche? 3 raisons. 1. Parce que tout commence dans la bouche avec la mastication qui influence la digestion et l'absorption des nutriments essentiels. 2. Ensuite, pour sourire, pour parler, tout simplement communiquer avec les autres. 3. Enfin, parce qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut provoquer des douleurs, une perte de dents, une baisse de votre capacité masticatoire, pouvant entraîner une dénutrition. Elle peut également conduire à des risques de chute, sans oublier de potentielles interférences avec certaines maladies. Vous l'aurez compris, prendre soin de sa santé bucco-dentaire vous permet de rester autonome. Adoptez chaque jour les bons gestes pour préserver votre bien-être. Pour plus de conseils, consultez votre chirurgien dentiste et rendez-vous sur notre site mabouchemasanté.fr. Voilà, votre structure, c'est la Poste Santé et Autonomie. Vous êtes directeur du programme La Santé à domicile et vous êtes fondateur également d'Ethic IA comme intelligence artificielle. On en parlera certainement tout à l'heure, mais quelques mots sur ce qu'on vient de voir, ces images. Oui, c'est une très belle initiative de Benoît Perrier, Véronique Gardon de l'UFSBD. Donc merci
d'avoir porté ce projet. Alors là, vous avez la version courte, vous pouvez aller voir sur le site, la version Director's Cut, qui en fait... C'est 4 minutes et quelques. Oui, c'est ça, ouais, 4 minutes, qui en fait donc, est un film de sensibilisation générale sur la prévention de la santé bucco-dentaire pour les personnes âgées. C'était important pour nous, du côté de la Poste Santé et Autonomie, de s'associer à ce projet, parce que ça correspond évidemment aux valeurs qu'on porte, ce qu'on essaye de faire ensemble, et qui avait évidemment sa place. Merci de le mettre en lumière dans ce colloque de santé publique. Merci à Xavier Breckveld d'avoir préparé cette session. C'est un instrument, et bravo à toutes les initiatives qui ont été présentées, qui sont innovantes. J'en ajoute un autre vous avez, professeur, prononcé le mot magique de l'aller vers. Ça, c'est l'autre axe du partenariat qu'on a engagé avec l'UFSBD il y a 1 an, utiliser l'incarnation, l'ancrage territorial des facteurs pour aller au contact des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'accès à la prévention, mais il faut un médium. Et là, tous les vecteurs que vous avez présentés en sont. L'intelligence artificielle en est un aussi. C'est un sujet qu'on porte avec l'UFSBD. Je regarde Sophie Dartevel et Benoît depuis un moment, pour pouvoir, après ce premier contact, en déduire un certain nombre d'outils qui permettront d'aller vers ce chemin de prévention. C'est pas étonnant d'ailleurs que l'IA vous intéresse, parce que c'est un peu dans l'ADN de la Poste Santé Autonomie qui offre des services humains et digitaux de santé qui visent à favoriser la prévention, le maintien au domicile, l'autonomie, qui est un mot-clé dans ce 26e colloque. Oui, bien sûr. Et là, on est dans cette salle, dans cette même salle le 9 juillet, le gouvernement. Alors, c'était la même ministre de l'autonomie. Oui, c'est déjà quelque chose à relever. Et donc, elle a engagé, annoncé la généralisation du programme ICOP, dont Bertrand Fougère a parlé ce matin. Voilà. Et ce que l'on peut faire dans certains territoires, c'est compléter le programme, le questionnaire ICOP, d'items plus spécifiques. Et là, j'ai trouvé, Sophie, que dans le dispositif que tu présentais, il pouvait y avoir des éléments de crantage ou de questionnaires complémentaires à faire. Donc voilà, aller au contact des gens et s'appuyer sur un ancrage territorial comme celui de la Poste pour le faire. Mais ça peut aussi être d'autres acteurs. Je salue le collègue de l'ADMR qui est présent. L'idée, c'est vraiment d'aller au-devant des personnes selon les formes adaptées dans nos territoires. Des maires aident à domicile au milieu rural, mais je pense que tout le monde connaît effectivement. Parlons un peu d'IA et santé. Ça fait partie de la boîte à outils. Là, on a une grande boîte à outils cet après-midi qu'on est en train d'ouvrir. Moi, j'avais une question. Je me dis par réflexe, est-ce que IA et santé, ça fait bon ménage, ça Est-ce qu'il n'y a pas des petits problèmes éthiques? Et comment qu'est-ce que vous... Et puis expliquez-nous un peu la démarche que vous avez avec Ethikia. Je vais essayer de le faire en 45 secondes. Bravo, j'avance. Pour vous dire deux choses. D'abord que l'UFSBD était précurseur du sujet. Donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années déjà qu'on a commencé à ouvrir les chakras sur le sujet, que maintenant, et oui, le temps passe, Véronique, mais on n'a pas changé. Voilà, mais ce qui n'empêche qu'il faut quand même faire les tests masticatoires et le vire-langue auquel Sophie nous invitait. Mais néanmoins, depuis que l'UFSBD a été pilote sur le sujet, l'IA est devenue... maintenant est entré dans la vie de tous les jours. J'étais hier à Nancy et il faut mesurer un peu le phénomène. Le CHU de Nancy a fait un test sur 48 heures du nombre de connexions à des systèmes d'IA générative chez ces professionnels. Là, le mois dernier, et vous aviez sur 48 heures 50 000 connexions de professionnels du CHU pour des usages liés à l'exercice professionnel. Donc on est dans quelque chose que vous avez su anticiper sur les usages, dont vous avez su anticiper aussi les enjeux éthiques, puisque l'UFSBD, avec Ethikia, a été coporteur de ce principe de garantie humaine, de supervision humaine de l'IA, qui est maintenant dans le règlement européen sur l'IA. Et il y a un lien entre, évidemment, prévention et IA. C'est qu'à ces outils d'aller vers vont se compléter des systèmes de pré-check, de pré-diagnostic à domicile, les premiers dans le domaine bucco-dentaire à partir d'interprétation d'images, de vidéos vues par IA. Il faudra assurer un contrôle humain par le chirurgien dentiste. Donc là maintenant on est dans le réel de ça qui se déploie sur une échelle inattendue. Et puis avec un dispositif, moi, évidemment,
Encore une fois, je suis béotien de l'affaire, mais avec le programme oralien, vous m'avez dit, tiens, j'aimerais parler quand même de ce programme oralien. Je crois que quelqu'un va en parler dans l'autre table ronde également. Ça, c'est de l'IA appliquée au service des personnes, dans l'intérêt supérieur des personnes. Le programme dit de l'article 51 que l'UFSBD a initié, qui est en fait tout simplement une vidéo prise dans la bouche de personnes âgées en EHPAD. Qui l'apprend ? Alors c'est un soignant formé pour ça. L'IA l'a converti sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux, du risque inflammatoire. Et la force de l'UFSBD, c'est d'avoir anticipé le besoin d'une supervision humaine. Donc on réunit tous les trimestres un collège de garantie humaine avec des chirurgiens dentistes qui vont aller revoir les interprétations d'IA en échantillonnant cette revue. Il ne s'agit pas de revoir tous les diagnostics. Et cette méthode-là, c'est maintenant celle qui est devenu le principe général de régulation de l'IA en radiologie, en oncologie, dans toute une série. Je reviens à Aurélien. On prend, je dis avec mes mots, hein, je ne suis pas médecin. Ouais. Une photo de la bouche. Un smartphone avec un adaptateur dans la bouche. Un écarteur. Oui, la vidéo est interprétée par IA sous forme de détection de risque bucco-dentaire. Elle est envoyée à qui, cette vidéo précisément ? Alors, elle est envoyée à un opérateur qui est une boîte française qui s'appelle Dental Monitoring, qui agit pour le compte de l'UFSBD et qui va faire un pré-check. C'est une IA d'alarme, de red flagging, qui va déclencher ou pas une alerte vers un chirurgien dentiste. Et donc, la garantie humaine porte sur la validité du déclenchement de l'alerte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'en discuter collégialement et d'avoir un regard humain versus IA. Alors, parfois, l'IA a tort, mais aussi très souvent, elle a raison. Et donc, c'est aussi une occasion de réinterroger les pratiques humaines et de reformer, resensibiliser, ce qui est un des rôles de l'UFSBD. David Gruzon, depuis combien de temps ce dispositif est-il sur les rails ? Alors, on le suit. C'est la 4e année qu'on met en place cette revue de garantie humaine après 2 ans de préparation. Donc, voilà. Beau dispositif précurseur. En termes de coût, c'est quelque chose qui est accessible, ça coûtait un peu de sous. C'était un programme article 51 avec la question de la généralisation de ce dispositif. Et donc là, on est comme dans beaucoup de programmes article 51 sur la question du suivi et de trouver des modèles de généralisation, ce qui est une des questions pour ce programme. Mais en tout cas, il a montré sa validité en termes de résultats. De santé bucco-dentaire. Je ne suis pas chirurgien dentiste, mais c'est ce qu'ont dit les professionnels qui se sont prononcés, et aussi en termes de modèle de régulation de l'IA, puisque ce modèle-là est devenu la référence sur la régulation de l'IA en santé. Oui, on imagine que tout ça peut se répandre, positivement, finalement, pour un mieux-disant de la santé. En radiologie, en mammographie, dans le champ de la dermato, c'est ce modèle de garantie humaine UFSBD Style qui est devenu la référence. J'ai noté dans votre intervention, M. Gruzon, l'aller vers, c'est vraiment très important. C'est presque aussi le grade au-dessus, c'est allécher. Oui, alors c'est ça. Et alors j'essaye de jamais dire aller vers tout seul, parce que c'est devenu un abus de langage. En fait, c'est aller vers les personnes les plus éloignées de la prévention. Quand on le dit, même si c'est un peu lourd, on comprend mieux. Par exemple, hier, à Nancy, on échange avec l'ARS pour solliciter la Poste pour déclencher un programme pour aller vers les personnes les plus éloignées de la vaccination et leur expliquer ce pourquoi c'est important de se faire vacciner, et ensuite tout de suite passer le relais à des professionnels. Voilà. Et finalement, on bat en brèche une sorte de non-recours finalement au droit de se faire vacciner, etc. Il y a quelque chose qui réduit une fracture sociale, fracture médicale en quelque sorte. Oui, c'est ça l'idée. Dans les quartiers de politique de la ville, dans la ruralité. Bonjour. Alors, donc, effectivement, Louise Bourdel, je suis médecin de santé publique à la caisse centrale de la MSA. Et donc, j'accompagne Nathalie, qui est dentiste conseil à la MSA également. Donc, en fait, la MSA, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'imagine que vous savez. Donc, c'est le 2e régime de protection sociale obligatoire. Donc, on est bien la protection sociale obligatoire et on n'est pas une mutuelle privée, hein, ça je le redis à chaque fois, mais bon. Voilà. Donc on couvre en fait 5 millions de personnes, donc à peu près entre 4 et 5% de la population française. Et en maladie, on est sur 3 millions de personnes. Donc on couvre en fait l'ensemble des risques de la protection sociale, donc la maladie, la famille, le chômage et la retraite. Et on assure également le recouvrement des cotisations. Et donc, qu'est-ce que c'est un assuré agricole ? Un assuré agricole, c'est un agriculteur, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est aussi tous les salariés qui vont graviter autour de cette personne.
Donc on va couvrir par exemple les salariés de chez Groupama, le Crédit Agricole, les entreprises du paysage, le cheval, voilà, on a une très grande variété d'assurés. Et donc on a des assurés qui sont, comme la population française, de plus en plus âgés, notamment pour nos assurés salariés agricoles, et très bien plus âgés pour nos assurés qu'on appelle non salariés agricoles, donc qui sont plutôt les exploitants. En fait, on a 60% de nos exploitants qui ont plus de 60 ans, 60% qui ont plus de 60 ans, voilà, c'est ça. Donc on a vraiment un vrai problème de vieillissement, un vrai sujet de vieillissement chez ces assurés, et un sujet d'isolement aussi, donc chez des personnes qui vivent principalement en ruralité. Donc vous voyez la répartition territoriale de nos assurés, sachant que donc, sur la partie d'accessibilité aux soins, donc j'ai regardé ce matin nos chiffres sur l'accessibilité aux chirurgiens dentistes, on a plus de 70% de notre population qui a un APL, donc l'accessibilité potentielle localisée, donc quand on prend en compte l'offre et la demande de soins. On a donc plus de 60% de notre population qui a accès à moins de 60 ETP de chirurgien dentiste, qui équivaut à la moyenne nationale. Donc en fait, on a une grosse partie de notre population qui a un APL très faible, voire nul, 23% de notre population par rapport à 17% de la population française. Voilà. Donc on a un vrai sujet d'accès, que ce soit géographique et de vieillissement. Ça, voilà, pour donner un peu le contexte. Et donc, comment on travaille là-dessus et comment on essaie de trouver des solutions. Donc, en fait, comme je vous disais, la MSA, elle va couvrir l'ensemble des risques de la protection sociale. Et donc, on travaille en guichet unique. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on s'intéresse au vieillissement notamment et aux populations âgées, parce qu'en fait, on va pouvoir travailler chez des populations couvertes en retraite, couvertes en maladie, et couvertes aussi en tout ce qui est précarité et action sociale. Et donc, on va pouvoir avoir une approche vraiment globale de ces personnes. Et donc, on va construire en fait toutes les actions qu'on va avoir en termes de prévention. Elles vont avoir cette approche globale. C'est-à-dire comment on prend la personne dans sa globalité, au-delà de la maladie, la prestation, le remboursement du soin. En fait, comment on fait pour prendre en compte aussi la précarité, le vieillissement, l'isolement. Donc voilà, donc on va avoir tout un système d'actions, et notamment des actions en termes du bucco-dentaire que Nathalie vous présentera plus spécifiquement. Et donc toutes ces actions, on a aussi une action en tant qu'assurance maladie d'accompagnement des professionnels de santé dans l'exercice coordonné, par exemple. Donc on va essayer de créer et d'accompagner des professionnels pour qu'ils créent de l'exercice coordonné en zone rurale, parce qu'on sait que c'est cette solution-là qui va permettre d'avoir un accès pérenne pour les populations. C'est-à-dire des professionnels qui travaillent ensemble, et notamment pour les sujets comme ça de vieillissement et de pathologies chroniques, on a besoin en fait, d'exercices coordonnés et d'un parcours qui soit bien coordonné entre la santé, le social et le médico-social. Donc voilà, donc ça c'est pour l'approche. Donc vous avez un peu l'ensemble des dispositifs de la MSA. Donc je ne vais pas venir trop dessus, parce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt la partie dentaire. Donc je vais laisser Nathalie prendre le relais. C'est un complément et c'est un ensemble d'actions qui de toute façon vont interagir entre elles et vont se compléter. C'est le but surtout de nos dispositifs. Donc, en tant que régime obligatoire d'assurance maladie, on a bien sûr des actions, des dispositifs qui sont identiques à ceux du régime général qu'on porte en parallèle. Entre autres, bien sûr, celui que vous connaissez tous, le MT-Dent. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails et les mises à jour conventionnelles qui ont eu lieu il y a peu de temps. On a exactement la même approche que le régime général. On a aussi de même le dispositif pour les femmes enceintes. Bien sûr, vous allez me dire, chez les seniors, c'est un peu plus rare. Donc, on va aussi le passer un peu rapidement. On avait à la base aussi des dispositifs institutionnels qui servaient à compléter ces actions de base et qui ont été repris, puisqu'il faut quand même qu'on soit un petit peu honnête. La MSA a été reconnue comme étant souvent précurseur
de dispositifs qui ont ensuite été repris par, je ne vais pas dire la concurrence, je vais dire par nos camarades du régime général et des autres aussi, des autres régimes, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a d'autres régimes d'assurance maladie. Il n'y en a pas que 2, il y en a plusieurs. Entre autres, on avait un BBD de rattrapage pour les enfants sur l'année supplémentaire entre les 3 ans et les 12 ans. Donc, on complétait, finalement, on essayait déjà de faire une approche plus ciblée pour ceux qui n'avaient pas participé aux âges clés, pour essayer de les rattraper un petit peu par le col. De la même façon, on a aussi mis en place, et ce qui a été un petit peu aussi adapté dans la nouvelle convention des chirurgiens dentistes 2023-2028, à savoir l'extension du bilan bucco-dentaire pour les femmes enceintes, non plus à quelques jours, 12 jours après l'accouchement, mais maintenant 6 mois. Donc nous, on a aussi de la même façon étendu le nôtre, et spécifiquement aux femmes qui étaient non consommatrices de soins peu de temps, justement, après l'accouchement. Donc, on garde quand même des spécificités dans ce cadre de la prévention, alors je ne vais pas dire primaire, mais c'est quand même un petit peu ça, puisque maintenant, la grossesse étant une pathologie. Bon, on va passer. Nous avons donc, spécifiquement pour les seniors, un bilan bucco-dentaire qu'on va voir un petit peu plus en détail, qui au départ visait des personnes de 65 ans. On l'a un peu remanié, ce bilan, et maintenant on l'a passé en fait à un public de 60 ans. Pourquoi ? Le but de ce bilan bucco-dentaire 60 ans, qui marche en fait comme le MT-dent pour les plus jeunes, hein, sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va recevoir une invitation dans le mois précédent le 60e anniversaire, pour être invité en fait à venir faire une consultation de dépistage, un petit bilan chez son praticien. On choisit lequel, hein, on reste toujours libre. Et cette invitation s'adresse en fait spécifiquement aux personnes qui sont non consommantes de soins dans l'année précédant leur 60e anniversaire. Donc on va cibler 2 catégories populationnelles en parlant donc de ces personnes de 60 ans. On va prioriser les personnes qui sont atteintes d'ALD. Donc, on va avoir un courrier type pour ces personnes atteintes d'ALD, non consommantes de soins. Alors, ALD 5 et 8 pour l'instant, mais nous sommes en train de réfléchir, on en parlait il y a encore quelques jours avec Louise et avec notre responsable national de prévention du programme de prévention à la Caisse centrale, de dire pourquoi spécifiquement ces 2 ALD alors qu'on vient d'étendre dans la convention justement à 5 ALD supplémentaires la prise en charge des bilans parodontaux. Et comme on a vu ce matin l'importance, le lien des maladies parodontales avec l'état de santé général, entre autres. Je pense qu'on va certainement retravailler pour s'adresser spécifiquement aux personnes porteuses d'ALD ou aux personnes indemnes d'ALD. Donc on a 2 courriers types. Ces personnes les reçoivent donc un mois avant leur anniversaire et sont invitées à réaliser un bilan. Ce bilan est indemnisé, si j'ose dire, aux praticiens au même tarif qu'un BBD classique, donc 40 €. Il n'y a pas de souci de prise en charge. Les personnes, donc, en fait, renvoient le praticien renvoie la petite invitation complétée. Et nous, ça nous permet aussi de faire quand même des statistiques derrière pour voir un peu comment se comporte notre population ciblée. Donc, pourquoi on a anticipé, pourquoi on a avancé l'âge en fait cible ? Parce qu'on s'est dit que 65 ans, c'était peut-être déjà un petit peu tardif. C'était basé à l'époque, donc en 2017, jusqu'à 2017, sur le moment de passage à la retraite. On s'est dit finalement, il y a des personnes qui vont être... plus on peut les prendre en amont, avant que la situation s'aggrave, là-dessus on est tous d'accord, plus on peut anticiper, plus ce sera efficace. On va être gagnant au niveau vraiment de la chance de prendre la personne plus tôt. Nous, notre problématique, c'est que, bien évidemment, comme a dit Louise, on a des populations couvertes dans notre régime spécifique MSA qui sont en plus, très souvent, rurales. Elles ne le sont pas toutes, comme elle vous a dit, mais une grande majorité de cette population couverte, de nos assurés, se trouve en zone rurale, donc par définition, d'autant plus éloignée du soin, ou en tout cas avec des difficultés de déplacement. Comme vous l'avez très bien dit aussi dans la matinée, des problématiques de transport, de personnes qui sont seules, qui n'ont plus forcément le permis avec l'âge, etc., ou qui sont isolées géographiquement, socialement, etc. Donc, c'est vrai que l'intérêt, c'est d'essayer de les attraper au vol le plus tôt possible. J'ai cette envie de les attraper pour qu'on puisse les prendre en charge vraiment de façon anticipée.
Si tu veux, on a quelques petits chiffres pour vous montrer. Voilà, ben alors c'est pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit. Ah, on a vraiment des problèmes. Merci, Louise. On a en fait, voilà, ce que disait Louise, on a quand même une majorité en fait de notre population au niveau des exploitants qui a plus de 60 ans. Alors, il y a une petite erreur dans l'intitulé, mais c'est pas grave. Bien sûr, on a une majorité. Alors, si tu peux nous remettre juste, merci. C'est 60% des salariés non agricoles ont plus de 60 ans. Non, c'est des non salariés agricoles. Le nom est avant salarié. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, notre population en fait d'exploitants est majoritairement âgée, en effet, plus de 60 ans, et on se retrouve bien sûr comme une démographie nationale de toute la population, à savoir une majorité de femmes aussi. On voit très bien, c'est très parlant, je n'ai pas besoin de vous faire un commentaire très précis, on voit très bien la chute des courbes, à la fois au taux de recours aux chirurgiens dentistes par âge et par sexe. C'est quand même assez... les deux courbes se superposent assez facilement. Je vous ferai remarquer qu'on a des centenaires quand même aussi dans notre régime, donc c'est qu'on en prend soin et qu'ils prennent soin aussi eux-mêmes de leur santé. Et je peux vous dire que je suis allée vérifier quand même pour être sûre qu'on ait bien quelques centenaires, et c'est le cas, et même au-delà. Et de la même façon, on a sur le graphique de droite en fait une comparaison entre les personnes qui sont couvertes avec ALD et sans ALD par rapport justement aussi du taux de recours aux chirurgiens dentistes. Et ben c'est assez parlant aussi. Voilà, ce qu'on disait aussi ce matin, c'est que les personnes qui sont en ALD malgré tout ne consultent pas plus. Alors, l'ALD 8, diabète, de type 1 ou de type 2, l'ALD 5, que je ne vous dise pas de bêtises, beaucoup de pathologies cardiovasculaires. Voilà, et entre autres l'insuffisance cardiaque. Voilà. Mais faites bien de me rappeler, monsieur le professeur, des fois, on est dans notre... Très spécifiquement, si on prend les résultats en effet qui apparaissent sur ce taux de participation à notre BBD, alors on vous a distingué les personnes donc, bénéficiaires des 2 ALD 5 ou 8 et donc qui sont en courbe en rouge, donc que vous voyez très inférieure, la courbe la plus basse, finalement, on va le résumer comme ça. Alors que les personnes qui sont sans ALD, donc c'est la courbe qui est représentée en orange, le total en vert. Quelles que soient les courbes qu'on prenne, malheureusement, on voit bien que cette proposition de faire cet examen, que je le répète encore une fois, est gratuit et qui est du aller vers personnalisé, eh bien, on a encore beaucoup de difficulté à les mobiliser. Parce que quand vous voyez, même quand on compare les 4 années qu'on a comme recul, on s'excuse, on n'a pas encore les chiffres de 2025, mais voilà, c'est parlant. Même si on rapporte en fait au nombre de BBD, en fait, d'examens qui ont été faits d'un point de vue chiffre, en numéraire, on voit bien que le taux de participation en moyenne, il est à peu près de 10%. Donc, et il est encore plus mauvais en effet chez les personnes bénéficiaires d'ALD que les personnes qui n'ont pas d'ALD. Donc on a vraiment une double difficulté pour aller voilà, même avec cet aller vers très personnalisé, très ciblé, ce sont des personnes qui sont quand même particulièrement difficiles à atteindre. Voilà. Donc on se bat un petit peu. Oui, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, voilà. Oui. Louis, je vais te laisser éventuellement, on peut faire aussi... Non, mais peut-être on va pas aller en détail sur toutes les actions d'aller vers, parce que j'imagine juste un toute petite chose, et ça rejoint un petit peu ce BBD, c'est-à-dire que nous, on a effectivement l'aller vers les personnes les plus éloignées du soin. Donc, si on va dans le détail de l'aller vers, donc on regarde en fait la consommation de soins qui a été faite dans l'année précédente. S'il n'y a pas eu de consommation de soins, on va essayer de les récupérer. Et en fait, on réfléchit toutes ces actions en ramener vers, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller attraper ces personnes-là, mais de les réintégrer dans un parcours de soins. Et donc, c'est ça qui est plus compliqué. C'est qu'en fait, quand on envoie un courrier en disant « allez voir votre dentiste », on sait que derrière, voilà, le pas reste à faire. Mais une fois qu'il a vu un professionnel de santé, donc on a les mêmes actions en termes de prévention globale en disant « allez voir votre médecin traitant ». En fait, voilà, le pas est compliqué, mais par contre, une fois qu'il est fait, on peut être plus assuré d'avoir quelqu'un qui intègre un parcours de soins et qui, du coup, peut être pris en charge sur la durée. Et donc, on essaye aussi d'intégrer des dispositifs, notamment le dispositif Déclic, qui va aller chercher ces gens-là par téléphone avec des travailleurs sociaux qui sont formés à l'entretien motivationnel pour vraiment aller vraiment plus loin dans l'aller vers et au-delà du simple courrier, avoir vraiment un échange avec l'assuré pour essayer de le motiver en fait
à consulter un chirurgien dentiste ou un médecin traitant. Est-ce qu'on a les mêmes problématiques par rapport au dépistage des cancers, hein? Je me permets de compléter, mais voilà, nous sommes exactement sur les mêmes problématiques et c'est vrai qu'on est en train de mettre en place des plateformes d'appel avec des appels vraiment personnalisés. Et le but étant de recueillir lors de cet échange aussi quels sont les écueils. Donc, pour avoir comme ça, on va dire, essayer de trouver les freins qui peuvent bloquer ces consultations, quelles qu'elles soient, que ce soit dentaire ou que ce soit autre, au niveau santé, et trouver de transformer justement ces freins en levier. Mais c'est vrai que c'est particulièrement complexe. Et on continue à y travailler.